il faut, même dès le bas âge, susciter le côté entrepreneuriat, le côté débrouillardise de vos progénitures. Et souvent même, c'est ça même qui est la vraie éducation. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Guigma de nous raconter ses échecs, ses épreuves et ses solutions. Continuez de nous envoyer vos audios par WhatsApp au plus 226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala. Vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Guigma. Bonjour. Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. C'est original comme nom. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Ok, moi c'est Guigma Yakuba, informaticien de formation. Et je m'occupe de loterie Visa américain. Mais bon, on va dire en général que je suis dans les affaires, dans le business. Voilà, tout ce qui est honnête, correct, voilà, je suis dedans. Est-ce que vous exercez toujours en tant qu'informaticien? On va dire pas vraiment. Parce que ma passion première dans l'informatique, c'est de transmettre. Voilà, j'ai été formateur dans un projet en informatique de la francophonie où on était chargé de divulguer l'informatique au plus grand nombre. Donc, il y avait une subvention qui permettait aux enfants de moins nantis de pouvoir s'initier à l'informatique. Et vraiment, à partir de là, ça a été vraiment une révélation. C'était une passion pour moi. Quand tu vois quelqu'un au départ qui avait peur de toucher un ordinateur, et après qui s'en sort, et même qui va gagner un boulot par la formation que tu lui as donnée, vraiment, c'était vraiment des moments de satisfaction. Et sinon, à la base, j'ai poursuivi les études en informatique et j'ai été ingénieur en réseau conception. Voilà, donc j'ai exercé pendant un petit bout. Voilà, mais bon, la réalité du terrain m'a appelé. Je me suis retrouvé à 80% à assister les gens pour la loterie Visa américain. Voilà. Et ça prend le temps. Tout ce que tu veux faire, et si tu as l'intention de bien le faire, il faut vraiment te consacrer. Donc du coup, j'ai peu de temps pour me consacrer à l'informatique. Mais tout compte fait, dans ce que je fais, il y a l'informatique dedans. Et le fait d'avoir fait une formation en informatique, ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, quelle que soit la formation que tu fais, c'est pas forcément dans le domaine que tu vas exercer, mais ça te servira dans la vie en fait. Voilà. Donc, je suis pas purement dans l'informatique, mais dans ce que je fais, le fait d'avoir fait une formation en informatique m'aide beaucoup. Ça c'est une transition formidable parce que vous avez dit qu'on n'a pas besoin d'exercer dans notre domaine de départ. Et c'est la réalité du terrain qui demande ça, d'avoir plusieurs casquettes. La société, quand tu n'exerces pas dans ce dans quoi tu as étudié, on te regarde comme un fou. Est-ce que vous avez eu à affronter ça? Oui, bien sûr. Comme je suis dans la société comme tout le monde, voilà, c'est le pressenti. Voilà. Et bon, quitte à dire de n'importe quoi, je pense que c'est mon conviction. Cela vient du fait qu'on a été colonisé par les Français. Parce que j'ai l'impression qu'ils s'attachent à ça. Ils s'attachent au papier, à ton niveau d'études. Voilà. Tu es un spécialiste dans quelque chose. Quand on veut t'embaucher, on va te payer en fonction de ton diplôme.
Konaté, qui est un infographe bien renommé, s'il va être embauché dans une boîte, on va pas le payer parce que il a un background, il a fait ceci, il a fait cela. On va dire, mais quel diplôme tu as? Et s'il n'a que le CP, bon, on va le payer comme quelqu'un qui a le CP, quoi. Voici un peu l'esprit. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à changer les mentalités, à dire que ta formation de base, c'est ce qui te permet de... Parce qu'il faut bien commencer par quelque part. On peut pas faire tout à la fois. Mais là, ce que tu vas exercer comme métier, c'est les circonstances de la vie, les rencontres, les circonstances. J'ai des exemples où aux États-Unis, des traders qui, au moment de la crise, leur boîte est en faillite, des gens qui brassaient des millions, ils se sont mis à aller apprendre à souder, comme on soude, voilà, deux fers. Pendant ce temps, en France, les gens sont en train de pleurer, quoi. Voilà, à se plaindre, voilà, ça va pas, ils font des grèves. Pendant ce temps-là, le trader, celui qui gagnait des milliards, au lieu de se morfondre, comment je vais faire manger ma famille, il est en train d'apprendre un autre métier. Comment souder. Il met la combinaison, machin, tout, il met et puis il commence à apprendre à souder. Et après, quand ça a commencé à aller, quand l'économie a commencé à reprendre, mais le gars, il est reparti dans ce qu'il sait faire le mieux. C'est quoi? Il faut pouvoir s'adapter. Bon, excusez-moi si je donne des exemples des États-Unis. Non, mais allez-y. Voilà. Par exemple, ceux que j'envoie aux États-Unis par la loterie Visa américain, en tout cas, je suis pas allé, mais les échos que j'ai, tu peux faire des études, tu peux avoir un bac A, bac littéraire, et on peut te permettre de faire des études de nursing, de faire des études on peut même t'admettre à la NASA où c'est vraiment scientifique. Ils n'ont rien à foutre. Mais ici, on va te dire, non, sois sérieux, non, tu es un littéraire, on peut pas te laisser, on peut pas te laisser être CNSRS ou bien c'est quoi, des trucs scientifiques, c'est pas sérieux, ton diplôme, on peut pas t'admettre. Voilà. Donc, je pense que on doit vraiment travailler à cela, à changer les mentalités, à dire que peu importe le diplôme, c'est la motivation qui compte. Voilà. Et il faut qu'on sache compter sur ça. Comme dirait l'autre, quand tu envoies tous tes diplômes, tout ça, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et dans ce que chacun sait faire, c'est ça qui va le bonifier. Voilà. Donc, c'est dans ça ce que je peux dire dans cette situation. Et ce qu'on fait déjà va contribuer à ça. Voilà. Il suffit d'en parler, de diffuser. Et quand les gens vont commencer à entendre, ça va rentrer dans leur subconscient. Et après, ils vont voir ça normal. Voilà. Et vous, personnellement, quelle a été votre première rencontre avec l'échec dont vous vous souvenez, quoi? Merci. Est-ce que je me souviens? Je suis pas grand mémoire, je me souviens pas beaucoup de choses. Hein. Mais je pense que mon grand échec, les premiers, c'est l'école. C'est l'école. C'est lorsque tu passes ton examen et ça marche pas. Voilà. Tu sens vraiment une amertume d'avoir fait 9 mois à aller tous les jours en classe et à traverser, à marcher sous le soleil,
Et après, on te dit que ça n'a pas marché. Voilà, tu as ta part de responsabilité. Mais je peux dire aussi que le système fait de telle sorte qu'on en produit des échecs. Voilà. Ça peut être organisé autrement, n'est-ce pas? Donc, un de mes premiers échecs, c'est le bac que j'ai passé 2 fois et ça n'a pas marché. Le bac D, et il s'est avéré que je me suis orienté en informatique. Voilà. J'ai dit non, je veux faire informatique. Et quand je suis arrivé en informatique, je faisais partie des meilleurs. Et cet échec me faisait croire que je n'étais pas vraiment intelligent, j'étais un bon à rien. Je fais en informatique ce que le prof fait, je comprends, et je peux même le corriger. Mais par respect, je vois les erreurs souvent. J'étais vraiment fort en programmation. Voilà. C'est-à-dire introduire des codes dans l'ordinateur pour qu'il exécute des tâches. Et vraiment, c'était une passion pour moi. Et c'est par là que j'ai compris. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui bosse, voilà, au lieu d'aller un peu s'amuser, il est toujours avec ses papiers. Tu dis, mais lui, là, il souffre. Hein. Déjà, la personne est en train de s'amuser. Quand tu fais quelque chose que tu comprends, ce n'est plus un travail. Tu t'amuses. Donc, je m'amusais à aller à l'école, à pouvoir décortiquer les codes. Voilà. Et c'est ça, j'ai pu faire la différence entre... Voilà. Et j'ai su que, en fait, c'est le système même qui produit des échecs. Parce que les gens ne sont pas beaucoup orientés. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de spécialisation. Les gens sont moulés. C'est-à-dire, soit tu vas en A, soit tu vas en D, soit tu vas en C, en G2, alors qu'on peut encore diversifier. Chacun est fort quelque part. Et j'aime à le dire à mes jeunes frères, non, t'as pas gagné ton examen, c'est pas parce que tu es con, quoi. Non. C'est le système. Mais, bon, tout compte fait, faut redoubler d'efforts. On peut pas, c'est pas un claque de doigts qu'on change le système. Voilà. Mais sache que c'est pas toi. Et vous, quand vous avez échoué à votre bac, bon, vous vous êtes dit plein de choses, mais qu'est-ce que votre entourage vous a dit? Oui, mon entourage, au début, m'ont dit, ouais, non, il n'y a pas de problème. Mais au fil des années, au fil de mois, bon, ils m'ont fait savoir ce qu'ils pensaient réellement dans leur cœur, quoi. Voilà, ils m'ont fait savoir que je suis un bon à rien, voilà, je ne bosse pas, voilà, etc. Et ça jouait sur vous? Oui, ça jouait sur moi. Voilà, ça jouait sur moi. Et tu sais ce que il faut être fort de caractère, hein, pour ne pas te laisser assombrir, n'est-ce pas? Ça jouait sur moi, du sens où tu perds confiance en toi-même, n'est-ce pas? Tu perds confiance. Et Dieu merci, je vais dire ce qui m'a sauvé, c'est le fait que j'ai vu ce qui me plaisait et j'ai demandé aux parents de m'orienter carrément à autre chose. Et ils ont accepté de le faire. Par exemple, si je devais continuer à faire le bac D, où il fallait être littéraire et scientifique en même temps, et ça allait être dramatique. J'en connais des gens où les examens ont détruit. Je pèse mes mots, hein, on détruit. Parce que quand on enlève l'espoir, l'estime de soi, quand tout ça est quitté, mais tu sombres. J'en connais une, elle s'appelle Hélène. On a fait le lycée ensemble. Elle s'est bloquée au BPC. Mais Hélène
était une fille rayonnante, brillante, vraiment éclatante. Mais à cause d'examens, elle a commencé à se laisser aller, à se sauver, parce qu'on lui a fait savoir qu'elle est nulle, qu'elle est bon à rien, parce qu'elle n'arrivait pas à gagner le BPC. Voilà des exemples où l'entourage peut te détruire. Si tu n'as pas une forte personnalité, il faut s'imposer. Voilà. Mais j'avoue que moi, j'ai eu de la chance que les parents, surtout ma grande sœur, que je remercie, a accepté vraiment mon choix de m'orienter en informatique. Et Dieu merci, je ne regrette pas. Et ayant vécu cette expérience, est-ce que vous reproduisez la même chose avec, par exemple, vos petits frères ou vos enfants? Reproduire la même chose. Bon, le fait d'en parler déjà, ça, je l'ai vécu. Mais tu sais, on peut vivre quelque chose sans en être conscience. Et quand on en parle, ça te revient et tu sais que tu dois pas reproduire la même chose. Et c'est pas spécialement que je faisais quelque chose de spécial, mais c'est comme ce que je t'ai dit tout de suite là, à quelques personnes, à quelques petits frères, petites sœurs que qui ont échoué ou quelque chose. Voilà, peut-être que je fais comme tout le monde, on trouve des mots pour les réconforter. Voilà. Et je disais, comme ce que je viens de dire, que en fait, c'est pas parce que tu es nul que tu as échoué. Voilà. Tout le monde est fort quelque part. Et c'est le système de pouvoir détecter ça. Même dès les primaires, dès le maternel, on peut détecter les qualités de quelqu'un, les aptitudes des enfants, et puis les orienter. Oui. Les maîtres là, ils peuvent conseiller. Cet enfant, machin, voilà, il a des aptitudes, hein, vraiment. Et ça doit te poursuivre dans ton cursus scolaire. Mais c'est pas fait. Donc, le conseil que je donne à mes jeunes frères ou à des personnes qui sont confrontées à l'échec, c'est de les dire que tout le monde, Dieu a fait les gens où ils sont pas forts partout. Et quelque part, dans une spécialisation, tu vas exceller. Mais il faut pouvoir le détecter. Il faut que le système scie à ça. Si le système n'est pas fait pour ça, pour détecter les talents, pour dénicher les... Bon, on serait tous amenés à l'abattoir, quoi. Et le rôle des parents dans ça aussi? Le rôle des parents, c'est d'accompagner leurs enfants. Voilà. C'est de bien les orienter. C'est de les faire prendre conscience de leur potentiel. C'est de les aider à relativiser. N'est-ce pas? Voilà. Comme ce que je viens de dire, le système est tel que même le parent ne peut pas grand chose. Voilà. Tout le monde est allé au même moule. Voilà. Et ce que tu peux, c'est d'accompagner avec des conseils, c'est initier des choses. Souvent, beaucoup de gens se trompent pensant que la réussite, c'est être premier en classe. C'est avoir, voilà, mon enfant est le deuxième, premier. Je pense que il faut initier même les petits enfants. C'est ce que je fais d'ailleurs pour mes filles. Les initier à entreprendre. Les initier à la créativité. Voilà. Tu sais, comment vous faites ça? Vous les inscrivez dans différents programmes? Oui, tu sais, à ma manière, hein, mes filles, elles font du piano.
c'est ça, c'est le côté artistique. Ça éveille la créativité. Ils font des dessins. Ils ont un prof de dessin. Excusez-moi, peut-être qu'elle va entendre et ne serait pas contente. Mais madame trouve que c'est peut-être du gaspillage. Mais non. Faire des dessins, piano, des trucs artistiques. J'ai acheté des djembés ou étapes. Ça éveille la créativité. Et en tant qu'informaticien, oui, je les initie un peu à l'informatique. Et c'est ce que j'ai pas encore commencé. Je veux les apprendre à coder. Parce que il faut qu'on arrête d'être consommateur. Il faut que on participe à la création, à la production. Et j'ai l'intention d'apprendre mes filles à coder. Mais déjà, je suis à la familiarisation avec l'ordinateur. Et il y a des petits trucs. En fait, tout vient graduellement. Par exemple, tu peux donner de l'argent à ta fille ou ton enfant. Tu dis, ah bon, faut imaginer quelque chose que tu puisses faire pour fructifier cet argent. Et tu vas voir ce qu'elle va faire. Moi, par exemple, quand j'étais au lycée, un oncle m'a donné un appareil photo. J'en parle maintenant parce que c'est quelque chose qui est gravé là. C'est un truc incroyable. Ça n'existe pas. Il m'a donné un appareil photo au moment où j'étais au lycée. Non, au collège. 6e, 5e. Mais c'est un truc de ouf. Un appareil photo. Tu sais ce que j'ai fait? Je prenais l'appareil photo, je partais à l'école et je faisais des photos à l'école. Je partais développer les photos et je venais vendre. C'était incroyable. Je me faisais des sous. Donc, voilà un peu des petits trucs. C'est pas le même schéma, hein, mais pour dire que c'est pas, il faut pas que les parents oublient cet aspect. C'est pas aller à l'école, avoir des bonnes notes qui est la réussite. Il faut, même dès le bas âge, susciter le côté entrepreneuriat, le côté débrouillardise de vos progénitures. Et souvent même c'est ça même qui est la vraie éducation. Sinon apprendre à A, B, C, D, apprendre à conjuguer, à ne pas faire de fautes. Tu sais faire tout ça et après. Voilà. Nous arrivons au terme de notre entretien avec Monsieur Guigma. Si elle vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec ceux qui pourraient être intéressés. Continuez de nous envoyer vos réactions au plus 226 65 34 04 44 et à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Bon dimanche à tous.